L'outre-mer serait-il en train de devenir une couleur politique à part entière? Transpartisan, plus de gauche ni de droite, plus d'opposition ou de majorité présidentielle? La question est évidemment exagérée, mais c'est ce message d'unité qu'ont bel et bien décidé d'envoyer les députés qui étaient réunis ces derniers jours en Guyane, des députés de Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Saint-Martin, Polynésie, Réunion et Guyane. 3 jours d'échange pour, je cite, être force de proposition pour répondre aux réalités des Outre-mer. Pour en parler, Moetai Broterson est avec nous ce matin. Bonjour. Yorana. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Moetai Broterson. Vous êtes député polynésien, également président de la délégation aux Outre-mer de l'Assemblée nationale. Que retiendrez-vous, et on va commencer par là, Moetai Broterson, que retiendrez-vous de cette rencontre des députés 9-7 qui a donc eu lieu en Guyane ces derniers jours? Alors d'abord, je retiendrai la chaleur de l'accueil des Guyanais, que je voudrais saluer et remercier. Et puis, s'il y a une seule chose à retenir de ce qui s'est passé ces derniers jours, c'est justement cette unité ultramarine, pour faire en sorte qu'on soit entendu et écouté de Paris. On reviendra évidemment dans quelques minutes sur l'unité dont vous venez de parler. D'abord les raisons, ce qui a fait que ces rencontres ont eu lieu, c'est quoi le résultat finalement de tout ce qui s'est passé depuis un peu plus de 6 mois maintenant, depuis le nouveau mandat d'Emmanuel Macron, plus de ministère des Outre-mer à part entière, il y avait eu cette séquence également sur la vie chère et de nombreuses prises de parole à l'époque, on s'en souvient, on en avait parlé ici même de députés ultramarins qui avaient pris la parole pour dénoncer le manque d'action du gouvernement pour les Outre-mer. C'est tout ça mis bout à bout qui a fait que vous avez voulu vous réunir? Oui, c'est un cumul, c'est cette sensation, mais qui n'est pas une sensation, c'est une réalité de ne pas être entendu, ne pas être écouté, et de toujours être face à cette verticalité du pouvoir où on décide pour nous, on décide à notre place, et sans nous consulter. Est-ce que vous auriez un exemple sur cet aspect-là, on va dire, de la verticalité du pouvoir actuel qui ne prend pas suffisamment en compte les voies ultramarines? Un exemple concret, quand il y a eu justement ce projet de loi rectificatif autour de la vie chère, sur lequel bon nombre de mes collègues se sont exprimés, on nous a dit, écoutez, calmez-vous, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien dans ce projet de loi rectificatif, mais il va y avoir les oudinaux de la vie chère, auxquels vous serez conviés, auxquels vous allez participer, on va tous travailler, et voilà, ça va être génial. Ça a été annoncé d'abord en septembre, ensuite en novembre, on a attendu, on n'y croyait plus tellement, et puis un jour on reçoit tous un mail nous invitant à la restitution des oudinaux de la vie chère. C'était un peu surréaliste puisqu'on n'y avait pas participé du tout, et donc on découvre qu'on est invité à la restitution. Voilà, c'est ce type d'exemple qui démontre que Paris fonctionne en vase clos, ne ressent pas le besoin finalement ou l'envie de consulter les élus qui ont pourtant été donc désignés par les peuples des Outre-mer. Tout ça se décide dans des bureaux là-bas, et ensuite on nous convie à la restitution. Mais c'est quoi justement, vous avez prononcé les mots envie et besoin, c'est un manque de considération pure et simple de la part de l'État français, ou bien il ne se rend pas compte finalement qu'il faudrait prendre en considération les avis de tout le monde? Je crois que le réflexe jacobin, il a la peau dure, et cette notion de pouvoir central qui s'exprime même jusque dans l'inconscient, dans les mots qui sont utilisés, métropole, outre-mer, on a toujours ce rapport un peu colonial entre Paris et les outre-mer. Et ils ont beaucoup de mal à s'en défaire finalement. À une situation coloniale, la réponse devrait être décoloniale, c'est ce qu'a d'ailleurs dit une des députées qui était présente récemment. Tout à fait, je pense qu'il faut... alors il ne s'agit pas... encore une fois, moi je ne fais pas de prosélytisme, je suis député indépendantiste polynésien, mais je ne suis pas là à recommander à tous de prôner l'indépendance chez eux. Chacun doit trouver la solution qui est adaptée à son territoire, à son pays. Mais je crois qu'il y a partout une volonté de revisiter notre relation à l'État. De ne plus avoir cette relation de subordonné qu'on a depuis trop longtemps finalement. Et on veut discuter d'égal à égal avec Paris.
on est citoyen français. Alors la question c'est toujours la même, est-ce qu'on est français à part entière ou entièrement à part, hein? C'est toujours la même question. Est-ce que quelque part, ce à quoi nous avons assisté, Moetaï Brotherson, cette rencontre en Guyane, c'est la version parlementaire, la déclinaison députée de l'appel de Fort-de-France en mai dernier, quand les présidents de région avaient demandé un changement, je les cite, un changement profond de la politique outre-mer de l'État? Oui, je crois que c'est symptomatique. Les exécutifs ont réagi en premier. Nous, on a été peut-être un peu... On a essayé d'être plus observateur, et puis finalement on se rend à l'évidence, il faut changer de paradigme, il faut changer de notre manière d'interagir avec l'État. Et c'est partagé par tous les élus, députés, sénateurs, présidents de région, conseils départementaux, tous. Oui, je crois que c'est un sentiment général, c'est une réalité, et il va falloir que le gouvernement actuel en prenne compte, je pense. Alors ce que je précise, c'est que vous étiez 18, dont 12 en présentiel pour ces rencontres 9-7 qui ont eu lieu donc ces 3 derniers jours. Mais il y a 27 députés d'outre-mer au total. Les autres, pas intéressés, pas de réponse. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'ils n'étaient pas là? Non, certains, simplement leur agenda ne leur permettait ni d'être en présentiel, ni de participer en distanciel. Il y a bien évidemment dans le lot peut-être 2 ou 3 de nos collègues qui n'adhèrent pas à ce mouvement. Ils sont minoritaires en tout cas. Ils sont très très largement minoritaires, oui. Très largement minoritaires. Au-delà des effets d'annonce, on va dire, du message d'unité que vous avez envoyé, que vous avez voulu diffuser à la fois auprès des citoyens de chaque territoire, mais aussi vis-à-vis du gouvernement, au-delà de tout ça, une question simple. Si collectivement vous avez envie de dépasser vos clivages politiques, pour quelles raisons est-ce que vous ne vous réunissez pas enfin au sein d'un même groupe parlementaire à l'Assemblée nationale? Oui, c'est une bonne question. On y a réfléchi, mais l'idée va faire son chemin. Je crois qu'elle n'est pas nouvelle. Il y a déjà eu ça des fait très longtemps, c'est vrai qu'on parle de ce groupe-là. C'est le serpent de mer, ce groupe des ultramarins. Il y a des situations diverses. Je vais vous donner un exemple. En Polynésie, il n'y a pas les grands partis nationaux. Vous n'avez pas de parti socialiste, vous n'avez pas les républicains, vous avez des partis locaux. Alors que dans les autres outre-mer, il y a très souvent finalement une déclinaison locale des partis nationaux. Donc les députés qui sont élus sont très souvent issus finalement d'une mouvance qui est rattachée à un grand parti national, et il en résulte un positionnement à l'Assemblée qui est celui qu'on connaît aujourd'hui. Est-ce que dans les prochaines mandatures ou au cours de cette mandature ça va évoluer? Je ne saurais vous le dire, mais en tout cas, même si on ne se constitue pas en groupe parlementaire, je pense que l'esprit d'union, il est bien là, il est bien présent. Oui, parce que plus de sujets qui nous unissent que de sujets qui nous divisent, c'est ce que vous avez vous-même déclaré. C'est comme ça qu'on définit un parti politique ou même un groupe parlementaire, le fait d'avoir plus de points communs que de différences, Moetaï Brotherson. Oui, alors il faut pas oublier que quand on est député de la République dans son intégralité, pas simplement de nos territoires. Il y a des sujets ultramarins et puis il y a des sujets nationaux. Sur ces sujets nationaux, parfois on n'est pas d'accord parce qu'on est de droite, de gauche, du centre, etc. Donc c'est ça un peu, je pense, la limite de la composition d'un groupe ultramarin, parce que sur ces sujets nationaux, on n'est pas forcément d'accord. En revanche, ce qu'on constate, c'est que sur les sujets qui nous concernent, on est très très souvent d'accord. Donc on pourrait résumer les choses en disant finalement, là il y a en ce moment les débats sur la réforme des retraites, des différences sur tous ces sujets nationaux, par contre sur le foncier, la vie chère, la pauvreté, la santé. Oui. Là il y a vraiment un sentiment d'unité dans non seulement dans le constat mais aussi dans les solutions qu'il faudrait apporter. Tout à fait. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de paradoxe, Moetaï Brotherson, et vous allez certainement me contredire, mais d'un côté, les territoires d'outre-mer demandent pour chacun d'entre eux à être entendus pour leur spécificité. La Guyane, ce n'est pas la Polynésie, et la Guadeloupe, ce n'est pas Mayotte. Et d'un autre côté, on entend ce discours d'unité face à des problématiques communes dont on vient de parler. Il est où l'équilibre finalement entre, du coup, je veux être reconnu en tant que territoire particulier et spécifique, et je partage les mêmes constats que les autres territoires ultramarins? Alors, il y a des sujets qui sont transverses et sur lesquels, on va dire, à la fois le constat et les propositions peuvent être communes. Sur ces sujets-là, il n'y a pas réellement de débat. Ensuite, il y a des sujets qui sont spécifiques à un territoire. Je vais prendre la Guyane. Oui.
problème du foncier, c'est quelque chose de très particulier qui s'exprime de manière spécifique ici en Guyane. Je vais prendre Mayotte. Mayotte a un rapport à l'immigration qui est particulier à Mayotte. Et bon, ça va pour moi au-delà d'un problème d'immigration, c'est un problème de souveraineté. La question aujourd'hui à Mayotte, c'est de savoir si la France veut réellement affirmer sa souveraineté à Mayotte. Mais je dirais que même sur ces sujets qui sont spécifiques à un territoire, je vais prendre le foncier. Si on laisse nos deux collègues Jean-Victor et Davy monter seuls au créneau sur le dossier du foncier en Guyane, ça va être très dur malgré tout le talent qui est le leur, hein, et toute l'énergie. Numériquement parlant, en fait, finalement. Voilà. Peu de monde, donc difficile de peser au sein de l'hémicycle. Alors qu'une fois qu'ils nous ont expliqué ce problème, qu'on se dit, effectivement, il y a un souci en Guyane, on ne peut pas avoir l'État qui possède 95% du foncier et qui, finalement, ça constitue une entrave à un développement serein de la Guyane. Eh bien, on peut tous ensemble défendre ce dossier et soutenir nos deux camarades. C'est ça l'esprit. Donc un échange de bons procédés finalement, que vous vous aidiez les uns les autres pour prendre la parole et pour médiatiser aussi un certain nombre de sujets qui peuvent passer, on le sait, inaperçus au sein de l'Assemblée nationale, mais aussi au sein des médias nationaux. Tout à fait. En guise de conclusion de tous ces échanges qu'il y a eu depuis samedi, il y a une synthèse qui va être remise au gouvernement, à la première ministre Elisabeth Borne. Ce document, pour l'instant, il n'est pas public, mais est-ce que vous pourriez nous résumer ce qui va être dit ? Il n'est pas public parce qu'il n'est pas encore complètement conclu. On va le conclure aujourd'hui. Il résulte finalement des discussions qu'on a eues entre nous, mais également avec les Guyanais, puisque cette première édition se déroule en Guyane, avec des experts sur chaque domaine, sur la santé, le logement, l'entreprise, etc. Oui, c'est vrai que vous n'étiez pas seul à chaque fois. Non, on va pas critiquer le vase clos du gouvernement pour à notre tour faire un vase clos. Et donc il y a un certain nombre de propositions qui vont en émaner, que ce soit sur la fiscalité, que ce soit sur la santé, que ce soit sur le foncier, enfin sur tout un tas de sujets. On a des propositions concrètes qu'on veut soumettre au gouvernement. Des propositions concrètes, et c'est ce que vous me disiez tout à l'heure aussi, des déclarations, on va dire, de principe un petit peu plus généraux. Bien sûr, c'est au départ, c'est un acte politique fort, hein, c'est de dire au pouvoir central, de dire au gouvernement, écoutez, il faut qu'on change notre manière de fonctionner, on ne peut plus fonctionner comme ça. C'est vrai qu'on a entendu des mots forts de la part de tous les participants à ce séminaire, historique, militant, symbolique, un acte politique très important. Vous partagez finalement ce qui a été dit à ce propos ? Ah oui, sinon j'aurais pas fait 29 heures de vol. Et ça s'était jamais vu, c'est vrai. Le mot qui est revenu, c'était historique pour décrire un petit peu tout ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a une opportunité à saisir, Moetai Brotherson, pour les députés d'outre-mer en ce moment, quand on voit la composition de l'Assemblée avec une majorité qui n'est pas absolue et donc qui a besoin de grappiller des voix pour faire voter ces textes, profiter de cette situation finalement pour que la voix des outre-mer compte et compte vraiment? Alors nous, on est en général pragmatique, mais on ne veut pas non plus perdre notre âme dans des discussions, des négociations de marchands de tapis. Il y a des fondamentaux sur lesquels, je veux dire, chacun de nous a une colonne vertébrale politique, donc on ne peut pas faire abstraction de ça. Mais c'est vrai que la configuration actuelle du Parlement est telle que le gouvernement, sur beaucoup de sujets, aura besoin de chaque voix. Et ça devient un élément de négociation, effectivement. C'est quoi le regard que vous portez justement sur les travaux menés au sein de cette nouvelle Assemblée depuis ces derniers mois ? Alors, écoutez, moi je vais vous avouer que quand on est revenu finalement à une démocratie parlementaire, ce qui n'était pas le cas du mandat précédent, j'avais espoir que les choses changent réellement et que les beaux messages du début de co-construction, de consultation, de travailler ensemble, allaient prendre réalité. Bon, force est de constater que c'est de l'affichage et que le fonctionnement est le même, sinon pire, puisque comme vous l'avez rappelé en début d'émission, on n'a même plus droit à un ministère de plein exercice, ce qui complique tout de même la tâche des parlementaires, parce que très souvent, sur des sujets concrets, quand on discute avec M. Carinco, fort sympathique au demeurant, eh bien, on se pose la question en fin de discussion, est-ce que ce que dit M. Carinco,
c'est réellement c'est la parole du gouvernement, ou est-ce que son patron, M. Darmanin, pense autrement? Donc, vous voyez, ça introduit une difficulté supplémentaire. Ouais, c'est votre deuxième mandat en tant que député. Oui. Vous étiez déjà député lors du dernier mandat. Pas de changement, finalement, on est toujours à peu près sur la même dynamique entre 2017-2022 et tout ce qui se passe depuis 2022. Oui, mais Jupiter est toujours là. Dernière question, Metaï Broterson, et ça a été une autre annonce faite durant ce séminaire. Il y a des rencontres du même type que celle organisée en Guyane qui seront désormais organisées chaque année dans un territoire différent. La prochaine, est-ce que vous savez déjà où elle aura lieu? Sans briser aucun secret, je crois qu'on est tous d'accord pour que la prochaine se déroule à La Réunion. Oui. Et donc ça me permettra, moi, à nouveau de faire je ne sais pas combien d'heures de vol, mais pour visiter un autre pays d'outre-mer que je rêve depuis longtemps de visiter. Guyane, c'est fait, il va falloir que je revienne parce que c'était trop court, évidemment. J'ai pas eu le temps de visiter l'Amazonie, tout l'Ouest. Il va falloir que je revienne. Merci beaucoup. Puis, il faut que je revienne au mois de mai pour goûter le bouillon d'Awara. Le fameux bouillon d'Awara. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Metaï Broterson, d'avoir été avec nous ce matin pour revenir donc sur ces rencontres qui se sont terminées hier. Je le rappelle, donc député polynésien et président de la délégation aux Outre-mer de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous.